Madame la Présidente, bonjour. Bonjour. Les consultations populaires à la base se sont achevées. Qu'est-ce que vous retenez des doléances que les Centrafricains ont exprimées? Ce processus de consultation populaire à la base est une véritable innovation. Simplement parce que j'ai voulu sortir des sentiers battus en me disant que le processus de dialogue, de réconciliation ne concerne pas que l'élite et que pour une fois, il fallait obtenir leur ressenti de la situation véritable, leurs préoccupations et surtout leurs solutions de sortie de crise. Ça a été un véritable succès parce que ça a obtenu l'adhésion de toute la population et dans les 16 préfectures, ce qu'il en est ressorti concerne vraiment leur vécu, c'est-à-dire les problèmes de sécurité, les problèmes humanitaires, les problèmes de justice, de développement, de pauvreté, et surtout le problème de réconciliation. Et cela est très important parce que c'est en fait la base nourricière de ce qui va être dit au Forum national de Bangui. Tout le monde attend ici en Centrafrique ce forum, mais dans l'esprit de beaucoup, c'est assez flou. Comment est-ce que vous concevez le forum? D'abord, le forum ne va pas être une occasion pour remettre en cause les institutions de la transition. Au cours de ce forum-là, les Centrafricains vont ensemble non seulement regarder derrière eux pour savoir comment ils ont fait pour arriver à cette difficile cohabitation, mais surtout avoir une vision pour l'avenir. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Comment nous voyons notre pays dans les 20-25 ans qui vont venir? Comment nous allons faire pour qu'on réapprenne à vivre ensemble? Comment éviter les erreurs du passé en termes de gouvernance, en termes politiques? Les Centrafricains attendent beaucoup de ce forum parce que ça va être l'occasion pour eux de se dire la vérité, des explications de ceux qui les ont amenés où ils sont arrivés aujourd'hui, de ceux qui ont eu à commettre des exactions, mais par-dessus tout, la justice, la réparation, pour pouvoir faire le deuil de tout ce qui s'est passé. Le groupe international de contact s'est réuni la semaine dernière et a donné globalement un satisfecit à la transition, mais il a aussi plaidé pour une accélération de la feuille de route. Le groupe de contact a raison. Effectivement, beaucoup reste encore à faire. Nous avons surtout relevé ensemble qu'il était important d'accélérer le rythme de mise en œuvre de la transition, notamment en ce qui concerne le forum de Bangui, qui aurait dû se tenir déjà depuis au moins fin janvier, début février. Ça a pris du retard. Ensuite, il y avait les élections qui devaient être organisées pour au plus tard au mois de février, puisque la fin de la transition était prévue pour le 15 février 2015. Nous avons eu la possibilité d'obtenir une prolongation de 6 mois de cette transition avec un chronogramme précis. Il nous faut absolument tenir ce chronogramme et le groupe international de contact a fort opportunément attiré notre attention sur vraiment l'obligation de tenir le pari des élections en juin-juillet et surtout la fin de la transition au mois d'août 2015. Maintenant, est-ce que ce chronogramme est tenable? Pour le moment, nous avons l'obligation de tout faire, de tout mettre en œuvre. C'est un pari. Il nous faut absolument tenir ce pari. Et si le pari n'est pas tenu, est-ce qu'une nouvelle prorogation de la transition est envisageable? Il nous faut ensemble voir avec les partenaires techniques et financiers, la communauté internationale, les forces vives de la nation, quelles solutions envisager. Alors parmi les grands chantiers de la transition, il y a la restauration de l'autorité de l'État et notamment sur le plan sécuritaire, ce qui passe par la montée en puissance des forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, et par la réhabilitation des forces armées centrafricaines, les FACA. Dans quelle mesure la communauté internationale, sur ce point des FACA, vous soutient-elle? En fait, quand on regarde les diverses résolutions des Nations Unies, tout l'accent est mis sur la police et la gendarmerie. Quand on voit les mesures de confiance signées avec la Sangaris, il faut absolument appuyer et renforcer la police et la gendarmerie. Pourquoi cela? Simplement parce que on a estimé que les forces armées centrafricaines ne répondaient pas aux standards professionnels, que c'était une armée
très ethnicisée, qui ne répondait pas aux critères de compétence, qu'elle n'était pas républicaine, qu'elle a vécu beaucoup de chocs et qu'il fallait la restructurer. Seulement, nous avons 7500 hommes en attendant qui sont là, qui ne sont pas utilisés et qui sont prêts à apporter leur contribution à la pacification du pays. Nous avons ensemble convenu avec la communauté internationale qu'il ne fallait peut-être pas réhabiliter ces FACA avec ses insuffisances, qu'il fallait certes restructurer maintenant une nouvelle armée républicaine professionnelle, mais en attendant quand même utiliser ces hommes qui sont payés, qui ne demandent qu'à travailler. La population centrafricaine a fortement demandé le retour des FACA. Mais nous avons des engagements. Nous sommes tenus par les résolutions des Nations Unies. Alors nous avons demandé de commencer progressivement à reconstituer une nouvelle armée et nous sommes arrivés à ce qu'on a appelé un bataillon d'intervention territoriale. 450 éléments en attendant qu'au forum de Bangui, on définisse la vision, le format que nous voulons de notre armée et les critères pour le recrutement dans la nouvelle armée que nous voulons. Vous plaidez régulièrement pour la levée de l'embargo sur les armes qui pèse sur la Centrafrique. Que vous ont dit les ambassadeurs du Conseil de sécurité qui sont venus vous rendre visite il y a 15 jours? Je me suis réjoui déjà que 25 ambassadeurs du Conseil de sécurité soient venus en République centrafricaine. Pour nous, ça a été un honneur parce que d'abord, ça a attiré l'attention du monde. Ça veut dire qu'il y a un intérêt manifesté par la communauté internationale pour ce pays-là. Ça a été l'occasion pour nous d'expliquer les avancées et les efforts déployés, mais nous avons également profité de leur séjour pour attirer leur attention sur nos attentes. C'est notamment sur l'embargo. Il n'y a pas que l'embargo sur les armes, il y a l'embargo économique, il y a le processus de Kimberley également, qui nous crée quelques préoccupations. Et sans une levée au moins partielle de l'embargo sur ce processus, nous aurons nos ressources qui seraient difficilement mobilisables pour nous permettre de faire face à nos obligations régaliennes. S'agissant de l'embargo sur les armes, nous avons expliqué qu'il est inadmissible de renforcer nos forces de défense et de sécurité intérieure sans leur donner un armement, que nous les envoyons sans armes et qu'ils constituent en fait des chairs à canon. Et nous pensions qu'il n'est pas indiqué, si nous voulons restaurer l'autorité de l'État sur le terrain, de les envoyer sans armement. Je pense que la dernière résolution 2196 a laissé une porte d'ouverture pour obtenir un allègement donc de cet embargo-là, puisque dans les zones où nous avons pu dégager les groupes armés dans les bâtiments administratifs, nous avons ensemble convenu de donner quelques moyens en armes aux forces de défense et de sécurité. Alors parmi les défis de la transition, il y a également la lutte contre l'impunité. Et l'arme choisie, notamment, c'est une cour pénale spéciale, une juridiction mixte composée de juges internationaux et centrafricains. Pourquoi avoir choisi cette formule? Ça, c'est une formule qui vient seulement après. Notre volonté de lutter contre l'impunité s'est manifestée d'abord par la réhabilitation des commissariats, des brigades de gendarmerie, des prisons, des palais de justice. C'était très important pour respecter la loi. Il faut commencer par avoir peur du gendarme. Et donc, avec l'appui de la communauté internationale, nous avons vraiment équipé la police et la gendarmerie en moyens de travail, en moyens mobiles, pour leur permettre d'être davantage présents sur le terrain pour lutter efficacement contre le banditisme. Cela dit, nous avons également des crimes graves commis à grande échelle et qui relèvent du droit international humanitaire. Et dans le cadre des accords avec les Nations Unies, nous avions signé un mémorandum pour que, en cas d'insuffisance des capacités des autorités centrafricaines pour faire face à la lutte contre l'impunité, la communauté internationale devait être à ses côtés en appui. Et nous avons pensé que la mise en place d'une structure pénale mixte était importante pour connaître des crimes les plus graves qui se commettraient en République centrafricaine, puisque la mise en place d'un tribunal pénal spécial pour la République centrafricaine était compliquée. Est-ce que les amnisties sont totalement à exclure? À chaque processus de réconciliation, nous avons toujours
commencer par prendre des mesures d'amnistie générale. Ça fait 20 ans que le cycle de violence ne s'est pas arrêté. Ce sont des initiatives en fait qui ne payent pas, mais par contre qui frustrent les victimes. C'est vrai, nous voulons aller vers le dialogue, nous voulons aller vers la réconciliation, mais pas au prix de l'impunité. Au sein des groupes armés, beaucoup attendent un programme DDR avant de déposer les armes. Quand aura lieu ce programme DDR ? L'ancienne stratégie DDR qui avait été mise en place n'a pas atteint ses objectifs. Nous avons pensé, nous, qu'il fallait repenser la nouvelle stratégie DDR qui a d'ailleurs déjà bien avancé. Nous l'avons élaborée, maintenant il nous appartient de voir ensemble avec les groupes armés, avec la communauté internationale, si vraiment la nouvelle stratégie élaborée correspond bien aux attentes et à la nouvelle situation sécuritaire. Mais vous avez raison de dire que les groupes armés attendent cela impatiemment. Il faut leur donner des opportunités. Il faut que ces groupes armés se rendent compte qu'il y a un avenir après avoir déposé les armes. Donc, je pense que dans les jours à venir, nous allons réfléchir sur cette nouvelle stratégie DDR en amont du forum. Comment la transition peut aider à relancer la machine économique ? Déjà, la moitié des salariés sont des agents et fonctionnaires de l'État. Chaque agent et fonctionnaire de l'État nourrit à peu près 10 personnes. Quand nous sommes arrivés à la tête de la transition, notre défi était d'assurer le paiement régulier des salaires, pensions et bourses. Cela dit, nous avons également du personnel employé par le secteur privé. Secteur privé qui a beaucoup souffert. Beaucoup d'entreprises ont perdu leur outil de travail. Maintenant, nous essayons d'accompagner ces entreprises-là pour reconstituer leur outil de travail. Ce n'est pas facile. Nous essayons également de ramener la sécurité. Mais il faut reconnaître, il y a une très très grande pauvreté dans le pays. Et si nous sommes arrivés à ce niveau de crise, c'est parce que, en fait, la moitié de la population centrafricaine vit dans la détresse, vit dans une grande pauvreté, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois. Et nous nous battons avec la communauté internationale pour essayer de mettre en place des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Plus de 400 000 Centrafricains vivent toujours réfugiés à l'étranger, à peu près autant déplacés à l'intérieur du pays. Quel message vous avez pour eux ? À l'occasion des consultations populaires à la base, nous avons envoyé des équipes pour aller auprès de ces populations-là et leur apporter un message de soutien, d'espoir, leur dire notre compassion, mais notre fierté de les voir résister autant face à cette crise. Et c'est pour ça que sur le plan humanitaire, nous lançons souvent un appel aux humanitaires pour leur dire de dépasser le stade de l'urgence alimentaire pour maintenant organiser véritablement les personnes déplacées et réfugiées pour un retour, mais avec un appui pour leur réinstallation. Qu'on essaie plutôt de réfléchir à des kits pour leur permettre de se reconstruire. Est-ce que Michel Djotodia et François Bozizé peuvent revenir en Centrafrique ? Il y a eu des réactions, des positions par rapport à cette question. Une fois qu'on aura vu quelle est la tendance généralement exprimée pour la participation ou pas de ces personnalités-là, nous en tirerons toutes les conséquences. Cela dit, je rappelle simplement que la résolution 2196 et le dernier GIC a insisté sur la nécessité de respecter le régime de sanctions imposé par le Conseil de sécurité et qui a donc prévu un déplacement limité ou surveillé de certaines personnes et également la restriction de leurs biens. Nous allons tenir compte de tout cela. Nous sommes en train d'exploiter les résultats de ces consultations populaires qui va définir les critères de participation. En ce moment-là, on verra qui participera ou ne participera pas au Forum de Bangui. Madame la Présidente, merci.